Chers amis de TV Liberté, nous avons la joie de recevoir Philippe Hemsen. Bonjour Philippe. Bonjour Anne. Qui nous offre sa biographie que nous attendions depuis longtemps de Jean Raspail, intitulée Jean Raspail, aventurier de l'ailleurs, chez Albin Michel, avec une préface d'un académicien français, Éric Orsena. Vous êtes venu à cette émission déjà pour nous parler d'un livre d'inédit que vous aviez recueilli qui s'appelait Petits éloges de l'ailleurs. Et qui était aussi chez Albin Michel. Tout à fait. C'est une bonne maison. Et vous nous racontez avec infiniment de finesse, vous montrez dans votre préface qu'on ne rentre pas dans la vie d'un écrivain avec un tank, un casque et un canon. Vous êtes plein de finesse sur cette vie, puisqu'il y a la vie privée, la vie publique et la vie du créateur. Alors, vous éclairez les unes par les autres, mais que vous restez extrêmement laudatif. Ce que j'aime, parce que si on fait une biographie, c'est pas pour détruire un homme, c'est pour le mettre en valeur, et mettre en valeur son œuvre. Oui, et c'est pas pour raconter non plus les petits secrets de sa vie privée qui peuvent être intéressants pour les voyeurs, j'allais dire, mais pour l'œuvre qui demeure, puisque finalement, lorsqu'un écrivain meurt, ce qui reste de lui, hormis le souvenir que les proches peuvent conserver de lui, ce qui reste de lui, c'est son œuvre. Un écrivain ne meurt jamais. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est ce qui, dans sa vie, est passé dans son œuvre. Il y a d'autres choses dans sa vie qui ne sont absolument pas passées dans son œuvre, et donc qui restent et qui demeurent dans le cadre de sa vie privée. Alors, votre rencontre avec Jean est très étonnante, sur la place de la Concorde. Tout à fait. Le 21 janvier 1993, lors du bicentenaire de la mort de Louis XVI, pour lequel Jean Raspail avait organisé une cérémonie place de la Concorde, et il y avait absolument une foule extraordinaire qui n'était pas du tout attendue à l'époque. Ça a surpris tout le monde, y compris Jean Raspail. Et donc, lorsque je suis arrivé le matin, il y avait un monde absolument considérable et qui envahissait toute la place. Donc voilà, je l'ai à peine aperçu à ce moment-là. Et puis voilà, la journée s'est passée. Et le soir, vraiment, en fin de journée, je suis retourné sur les lieux. Sur les lieux du crime, c'est sur les lieux du crime, tout à fait. C'est là que Louis XVI a été décapité. Et là, on avait entassé toutes les fleurs qui étaient innombrables à un certain endroit, et se tenant vraiment un peu à l'écart, un homme en duffel-coat, camel, identifiable parmi tous, et qui était seul et qui regardait. Et évidemment, je l'ai tout de suite reconnu, donc je me suis approché pour le saluer et le remercier. Et vous lui avez dit c'était beau. C'est lui qui m'a répondu. Je lui ai dit merci, cher Jean Raspail, pour cette magnifique cérémonie. Et tout en regardant toujours vers le lointain, me disant c'était beau tout de même. Et oui, évidemment, c'était beau. Et donc, vous devenez amis, et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il vous a choisi, en fait, comme... oui, tout à fait. Il vous a choisi comme biographe, et ça, c'est une grande chance. Jean ne voulait pas que l'on écrive de biographie sur lui. Il n'aimait pas du tout la biographie, ni l'autobiographie. Oui. Et donc, je l'avais relancé à plusieurs reprises, et il m'avait dit « Ah non, pas question, il n'y a pas grand-chose à raconter, tout ce qu'il y a à raconter se trouve dans mes livres. » Eh bien... Mais à partir du moment où il n'a plus écrit, c'est-à-dire après En canot sur les chemins d'eau du roi, là, il a commencé à se laisser aller. C'est-à-dire que En canot sur les chemins d'eau du roi a ouvert la porte des souvenirs. Oui, il a ouvert la porte des souvenirs, et puis voilà, il savait de toute façon qu'il n'écrirait plus, donc il n'était plus disponible. Et donc il a été convenu qu'on ferait un entretien, lui et moi, vraiment biographique. Et donc, il savait pertinemment quel était l'objectif de cet entretien. Enfin, on en a fait plusieurs, mais surtout un très très long.
Et il a accepté de répondre très honnêtement à toutes sortes de questions très personnelles, avec l'engagement de ma part que rien ne paraîtrait avant sa mort. Ce que j'ai respecté, puisqu'une partie de cet entretien a été publiée à la Nouvelle Librairie dans un volume qui s'intitule Hurrah Raspail, qui a été édité juste un an après sa mort. Oui, qui est un joli livre aussi. Oui. Très bel ouvrage de souvenirs et de reconnaissance. Alors, je n'ai pas choisi l'analyse chronologique, parce que d'abord, cette vie a duré très longtemps et très très riche, et il nous faudrait 10 émissions à la Paul-Marie Couteau. Et nous avons choisi d'évoquer des thèmes qui me paraissent essentiels et qui résument parfaitement son œuvre. Alors, le premier thème, eh bien, c'est tout simplement le scoutisme. Jean Raspail est un petit garçon pas très à l'aise à l'école, ça lui casse les pieds, il a été renvoyé de plein d'écoles, mais il s'épanouit dans le scoutisme. Pourquoi ? C'était, non seulement il n'était pas à l'aise, mais c'était un petit garçon un peu... frondeur, oui, tout à fait frondeur même. Il a béni un prêtre avec une chaussette. Voilà, tout à fait. Il faut quand même le faire. Tout à fait. Il a poussé le bouchon un peu loin. Oui, il a poussé le bouchon un peu loin. Il allait à l'école, il faisait l'école buissonnière des journées entières. Donc voilà, c'était vraiment une sorte d'esprit rebelle. Et son père, qui était un homme de la vieille école, évidemment, un homme qui était né au 19e siècle et qui avait des principes, etc., ne savait pas trop comment réagir avec ce garçon qui, évidemment, le dépassait d'une certaine façon. Mais il était très intelligent. Son père. Oui. Très intelligent. Il a laissé cette herbe folle pousser en la regardant. Oui, d'une certaine manière, mais aussi en cherchant des solutions. Oui. Et il en a trouvé. Le scoutisme, pour Jean, ça a été en fait ce qui l'a structuré. Donc, il partait un peu dans tous les sens, et le scoutisme lui a donné des règles de vie, lui a appris la discipline, lui a appris à se débrouiller tout seul, lui a appris à être en communauté avec d'autres garçons de son âge et à savoir à la fois leur obéir et les diriger, lui a donné une vraie structure. Et le sens du rite. Le sens du rite, bien entendu. La cérémonie de la promesse, tout pour à fait. lui, c'est une... Il y avait le rite, il y avait la religion. À l'époque, le scoutisme était très très lié à la religion. Donc Jean était à l'époque très croyant. Donc ça a joué incontestablement un rôle très fort dans sa formation de garçon et d'adolescent, voire de jeune homme. Le capitanat, parce qu'en fait, il devient très rapidement chef routier, et puis routier. Et c'est le début de l'aventure, en fait. C'est le début de l'aventure, mais du reste, sa première grande aventure de 49 sur les chemins d'eau du roi va se faire sous l'égide du scoutisme. Du scoutisme, absolument. Alors, il tombe sur cette phrase, il y a un prêtre qui leur parle et qui leur dit « Si la route te manque, fais-la ». Ça, c'est une phrase extraordinaire. Ah oui, c'est une phrase qui l'a beaucoup marqué, parce que ça voulait dire prends ton destin en main. Et puis, on retrouve d'une certaine manière un écho de cette phrase dans la devise des Pickendorf, je suis mes propres pas. Je suis mes propres pas, absolument. Donc, pour bien souligner que cette formation scout qu'il a reçue jusque ses 17-18 ans, l'a profondément marqué, incontestablement. Et cette phrase l'a d'autant plus marqué que voilà, c'était un moyen, ça a été un moyen pour lui de se lancer dans une aventure qui était totalement improbable à l'époque. Alors, sa route, il l'a fait en canot sur les chemins du roi, tout à fait. Suite à une rencontre avec un abbé canadien de l'ancienne mode, de l'ancien Québec, et qui lui dit « mais vous devriez faire ça ». Voilà. Alors,
Jean avait ce projet. Il avait déjà ce projet. Il avait le projet de suivre le parcours suivi par le père Marquette, puisque c'était son objectif. Il l'avait depuis très longtemps. J'ai retrouvé une lettre d'un de ses camarades scouts dans laquelle ce camarade parle du projet de Jean. Jean lui en avait parlé depuis très très longtemps. Donc il avait ça en tête. Et quand je lui en ai parlé plus tard, il n'a pas su me dire lui-même pourquoi en canot, pourquoi... il avait cette idée en tête. Et donc le prêtre en question, canadien, à l'époque l'église canadienne était extrêmement puissante, riche, et avec énormément d'influence. Là vraiment on lui a mis le pied à l'étrier. C'est du reste ce prêtre qui a offert les deux canots aux garçons. Les deux canots dont un a été retrouvé il y a quelques années de ça. Oui, ça c'est fantastique. Des canots de Moïse Cadorec. Et c'est des canots de combien de mètres? C'était entre 3 et 4 mètres. Oui, voilà. Mais ils font 5000 kilomètres. Oui. Ah oui, c'est absolument avec hallucinant. Quand même des sacrées aventures, avec des rapides, avec des portages. Et il faut bien imaginer qu'ils sont partis avec très très peu d'argent avec eux, tellement peu que les Canadiens s'en sont rendus compte lorsqu'ils faisaient des étapes dans telle ou telle petite... Les ont nourris. Tout à fait. Et leur ont donné des provisions. Tout à fait. Pas de canaux de sauvetage, pas de moyens de communication non plus. Les seuls moyens de communication, c'était quand ils s'arrêtaient dans une commune relativement importante et pouvaient prendre un téléphone fixe, évidemment. Il faut dire que c'était l'aventure que voulait Jean Raspail, et il voulait se remettre dans les pas, si je puis dire, de ces chemins d'eau du roi. Donc, de Marquette et des coureurs des bois de l'époque. Alors, évidemment, c'est lors d'une de ces escales qu'il va rencontrer des Indiens et des villages abandonnés. Tout à fait. Deuxième thème, le thème de l'Indien. Oui, alors, évidemment, vous et moi appartenons à une génération qui ont joué aux Indiens et aux cow-boys quand on était petits. Et évidemment, le mythe de l'Indien, la légende de l'Indien était extrêmement présente dans notre imaginaire quand on était gamin, et évidemment dans celle de Jean également. Les Indiens étaient omniprésents, et donc évidemment quand il y est allé en 1949, c'était une de ses préoccupations, c'était de rencontrer des Indiens. Oui. Et malheureusement, il n'en a pas rencontré énormément, sauf dans un village abandonné où il n'en a pas rencontré, mais un petit peu plus tard, il en a rencontré, avec lesquels il a du reste fait une sorte de concours de canot. C'était une course. Et il y avait 15 équipages d'Algonquins et l'équipage de Jean et Philippe Andrieux. Et ce sont eux qui ont gagné cette course pour... Oui. Et Jean a reçu d'un des chefs algonquins qui était là un petit visage sculpté en bois que Jean a toujours conservé dans sa bibliothèque à portée de main et que j'ai maintenant chez moi. Et là, il y a ce passage de Sagonic où il y a ce village abandonné avec des feux de cendres froides. Alors, Sagonic, c'est vraiment... Et son imaginaire va démarrer à ce moment-là. Sagonic, c'est vraiment le lieu, et du reste, il le dit au début de ce très beau volume qui s'appelle Pêcheur de lune. Il est né, en tant qu'écrivain, là. Pourquoi ? Parce qu'il s'est éloigné, c'était un village abandonné donc d'Indiens, il s'est un petit peu éloigné, seul. Et d'une certaine manière, il a appelé les Indiens, il voulait les voir, il aurait tellement voulu les voir. Et évidemment, il s'est retrouvé devant une forme de vide. Finalement, son imagination a suppléé à ce vide. Et ça a été la porte vers la création romanesque. Ça a été, la porte s'est ouverte à ce moment-là. Alors il l'a pas passé, il n'est pas allé au-delà tout de suite,
Mais de toute évidence, c'est à ce moment-là qu'il a senti sa vocation de futur écrivain naître à Sagonic. C'est incontestablement, et du reste, cette scène à Sagonic se répète un certain nombre de fois dans son œuvre, notamment dans les Antilles, où il s'en va tout seul en voiture et a exactement la même démarche, c'est-à-dire s'arrête au milieu de rien et appelle les viens-viens, puisque c'était cette peuplade qui habitait là, qui ne sont plus là, et il les appelle. C'est la même chose en Terre de Feu lorsqu'il, d'une certaine manière, appelle à l'apparition des Alakaleuf, donc ce peuple disparu. C'est vraiment quelque chose... Qui est à l'origine du très beau livre « Qui se souvient des hommes ?» Tout à fait. Mais ce thème de l'appel alors que personne n'est là, c'est vraiment au cœur de son œuvre. Il y a quelque chose là qui s'est cristallisé. Il a rencontré Roger Caillois. Et il l'a rencontré au Brésil. En Argentine. En Argentine. Et Roger Caillois a écrit « Le rêve est un facteur de légitimité ». Oui, tout à fait. Et donc, nous rentrons dans un imaginaire que Raspail va rendre réel. Tout à fait. C'est un point commun avec Éric Orsena qui a fait la préface du livre, de la biographie. C'est un géographe, Jean Raspail. Quand vous prenez ses romans, il est extrêmement précis sur la géographie. C'est pour ça qu'il s'entend bien avec Sylvain Tesson, tout à fait. Qui lui aussi est un géographe. Tout à fait, tout à fait. Alors, il monte une deuxième expédition extraordinaire, Terre de Feu, Alaska. Ouais. 35 000 km avec des voitures... de Renault Colorado. De voitures de Renault. Et là encore, il va rencontrer des Indiens, des tas de populations là, extraordinaires. Ça va être, oui, tout à fait. Et alors, il y a cette phrase extraordinaire. Il va être au Pérou. Il va pas voir le Cusco. Non. Il va pas voir Cusco. Non, il y avait c'était difficile à l'époque. C'est très difficile. Très difficile. Cusco est très loin. J'ai mis, entre Lima et Cusco, j'ai mis une journée et demie de voiture sur des pistes incroyables, dans une voiture défoncée, et la poussière montait du siège défoncé. Mais la récompense était grande parce que on arrivait à Cusco où il y a un marché extraordinaire avec tous les Indiens qui descendent des collines avec des petits ânes, des femmes avec des costumes merveilleux, des hommes avec des chapeaux superbes. Et c'est le moment de citer Raspail. Pourquoi voyage-t-on ? Pour recueillir les derniers sursauts d'individualité colorée qu'absorbe et affadit peu à peu la civilisation actuelle. Et ça, c'est beau comme réflexion. Oui, là aussi, vous mettez le doigt, Anne, sur quelque chose qui a été essentiel lors de ce voyage Terre de Feu Alaska. Il s'est rendu compte, durant ce voyage, de l'américanisation progressive du monde. Oui. Très très tôt, puisque c'était en 51, mais évidemment, il l'a vu arriver, puisque plus il remontait vers le nord de l'Amérique du Sud, plus il se rendait compte de cette influence de l'Amérique, des États-Unis, sur les mentalités, sur la vie, sur l'architecture, sur les paysages de l'Amérique du Sud. Et il s'est rendu compte, pendant ce voyage, ce deuxième grand voyage, que ce qui était menacé dans le monde, c'était la diversité à la fois des ethnies, des costumes, des paysages, des architectures, des façons de vivre, que des peuples allaient disparaître dans cette uniformisation. C'est vraiment quelque chose qu'il a découvert pendant ce voyage. Et il le dit très clairement
dans le livre qu'il a publié à l'époque avec Philippe Andrieux. C'est le premier livre qu'il a signé, puisqu'il n'avait pas écrit sur son premier périple, sur les chemins d'eau du roi. C'était uniquement son colistier Philippe Andrieux qui avait publié un livre à l'époque. Et le deuxième livre, donc, Terre de feu Alaska, il l'a écrit avec Philippe Andrieux. Et clairement, il met l'accent sur cette peur qu'ils ont éprouvé en remontant vers les États-Unis de la disparition de la diversité. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument fondamental dans son œuvre. Et la responsabilité américaine. Et la responsabilité américaine, oui. Il y a un petit texte de 3 lignes sur l'Amérique. Ah oui, qui est absolument extraordinaire. Effrayant. Leurs routes sont très bien droites, leurs maisons sont bien repeintes, leurs femmes sont mal habillées, oui. Ils ont tout et tout va bien. Voilà, c'est ça. Grosso modo, c'est tout à fait ça. Voilà. Alors, c'est le moment de parler de ce livre qui vient d'être réédité, que j'aime beaucoup, qui a été édité par une maison d'édition qui s'est appelée astucieusement Les 7 Cavaliers. C'est Bienvenue, honorable visiteur, et qui est en fait le premier roman de Jean qui s'appelait Le vent... Le vent des pins. Le vent des pins. C'est le nom de l'auberge où descendent les voyageurs. Il faut dire que, en revenant de ces expéditions extraordinaires, Jean va rentrer à connaissance du monde et il va vivre de conférences qui illustrent des films. Et des racines et des ailes et Échappée belle n'existaient pas, donc les gens se déplaçaient pour aller rencontrer des vrais explorateurs. Et ça devait être passionnant. Et on a des enregistrements vidéo de ces conférences. Oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Ça se trouve sur Internet Non, ça ne se trouve pas. Il existe un seul film qui a été réédité en DVD. Oui. C'est celui sur le Pérou. Qui existe, qui est accessible. Sur Internet en DVD. En DVD. Mais où est-ce qu'on l'achète ? Je pense sur les sites de commerce en ligne. Ça peut se trouver. Alors, oui, tout à fait. Donc, il va être envoyé au Japon. Il y passe 6 mois. Un peu plus de 6 mois, oui. Un peu plus de 6 mois. Et en tout cas, il en écrit un livre que j'ai absolument beaucoup aimé. Donc, Bienheureux, honorable visiteur, qui est l'histoire de touristes, riches touristes américains et français et anglais, tout à fait. Qui déboulent au Japon, tout de même pas très 5 à 10 ans après les 2 bombes. Tout à fait. Tout à Donc, fait. Les Japonais sont tout de même un peu tétanisés. On a complètement oublié ça. Mais, et alors, il y a un personnage central qui est le fils d'un soldat qui est dans une purée noire, parce qu'évidemment, le Japon a été vaincu, que les soldats ne sont absolument pas aidés et que même quand ils ont une patte en moins, ils sont obligés de travailler et son père a fini par se suicider. Donc c'est un homme passionné d'Europe, qui parle français et anglais, et qui va recevoir un groupe de touristes. Et ces touristes vont se comporter de façon ignoble. L'un, le plus riche d'entre eux, l'Américain, veut changer le mode de vie des geishas auquel il n'a rien compris. Il veut démocratiser tout ça, parce que la démocratie, c'est quand même fantastique. Et puis une Anglaise d'une confession protestante quelconque qui veut, elle aussi, dégager la religion des Japonais pour importer la sienne. Et alors là, on reste médusé. Et alors on voit l'œil ironique de Jean qui a parfaitement compris que le Japon avait sa civilisation, ses mystères sont sacrés, et qui ne tolérerait pas vraiment du tout que les Américains arrivent, les Anglo-Saxons en fait, arrivent avec leurs gros sabots. Oui, là on a une confrontation. Jean met l'accent sur le fait que les Occidentaux arrivent dans un pays qui a encore une identité propre extrêmement forte. Au lieu de s'ouvrir pour essayer de la comprendre, de la comprendre et de la respecter, se heurte à elle de plein front et ne la comprend évidemment pas, un petit peu
comme lui-même en avait le sentiment, d'une certaine manière, quand il est rentré en France. Il a eu ce sentiment. Il a eu du mal à comprendre. Et de ne pas du tout avoir su pénétrer l'âme japonaise, contrairement au sentiment qu'il a eu en Amérique du Sud. Mais alors, il est vrai que les conditions de voyage étaient très différentes parce qu'en Amérique du Sud, il dormait chez l'habitant. Absolument. Donc, alors qu'au Japon, c'était absolument impossible. Donc, il a dormi dans cette auberge qui a donné son nom. De toute façon, les Japonais sont infiniment plus secrets et difficiles à saisir que les Indiens d'Amazonie. Mais vous avez tout à fait raison de mettre l'accent sur le fait qu'il y a cette sorte d'incompréhension totale de part et d'autre. Tout simplement parce qu'il n'y a absolument pas d'ouverture, ni d'un côté, mais après tout, les Japonais sont chez eux, ni de l'autre, où on vient avec ses a priori, et je dirais que c'est quelque chose qui est toujours d'actualité. Non, mais en plus de ça, on sent l'ironie de oui, tout à fait. Vouloir instaurer la démocratie 10 ans après leur avoir envoyé des bombes sur la tête, je trouve que c'est une définition de la démocratie américaine fabuleuse, et l'ironie de Jean ne m'a pas échappé, je dois le dire. À fait. D'ailleurs, il y a dans ce livre une phrase terrible. C'est tout étranger pénétrant dans un pays commence à le polluer. Je n'ai pas la citation exacte, je ne l'ai pas retrouvée, mais je l'ai lue. Donc, ce qui est très amusant, c'est que dès le départ, son œuvre est campée. Oui. Dès le départ, l'axe est donné, si vous voulez. Et après, sur cette trame, il y aura une variation d'œuvres multiples et variées. Mais je trouve que c'est extraordinaire de voir ça. Dès le départ, il y a... Alors, quand on le traite de raciste, c'est d'une connerie, pardonnez-moi l'expression, je suis très mal élevée, mais c'est tout de même pas tout à fait le cas. Ah, absolument pas. Je veux dire, tout démontre chez lui, au contraire, qu'il était extrêmement attaché au respect de la diversité du monde. Et donc, par conséquent, c'est la définition inverse du racisme. Puisque, justement, tout ce qu'il dit dans ses livres, tout le contenu de ses romans, comme de ses récits de voyage, porte au contraire sur la détestation que lui inspire le comportement de l'Occident conquérant, américain comme européen, vis-à-vis de peuples qu'ils détruisent. Absolument. Donc, mais je pense que cette accusation c'est un narratif pour détourner l'attention, parce que quand même c'est criant. Que Raspail s'entendait avec les indigènes et voulait les rencontrer et voulait les protéger, c'est criant. Et qu'il s'angoissait de la disparition de certaines civilisations. Et donc quand il a écrit Le Camp des Saints, on va y venir, c'était bien parce que les indigènes et la civilisation européenne auraient un sort commun, c'est-à-dire la disparition. Mais moi, je crois que la gauche, des académiciens qui lui ont interdit l'accès à l'Académie française, ce qui quand même les déshonore pour un certain temps, parce qu'ils n'ont pas pris ni Anouilh, ils n'ont pas pris Volkov, ils n'ont pas pris Raspail. J'avoue que je leur en garde une grande dent. Je crois que c'est surtout un autre problème chez Raspail qui les a agacés tous, les uns les autres, et principalement la gauche, c'est l'éloge du roi. C'est le roi. Le jeu du roi, et c'est cet Antoine de Tounins qui l'a rencontré grâce à un homme qui lui en a parlé, et qui a fait naître aussi encore ce merveilleux roman, et cette idée du roi de Patagonie, et cette idée du jeu de la Patagonie. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que l'immense différence entre Jean Raspail et la gauche, c'est que Jean Raspail mettait l'accent sur l'individualité, la richesse personnelle, et pas du tout sur la collectivité. Tout ce qui était... la masse. Alors, il y a, même avant la masse, les singes. Le fait d'être... je dirais que pour Jean Raspail, dès qu'on était plus de 5 ou 6, on tombait dans une forme de collectivité qui lui déplaisait. Pour lui, l'individu ne pouvait s'épanouir
que ou dans la solitude, ou dans la fréquentation d'un petit cercle d'amis, mais certainement pas dans quelque chose de collectif. Le collectif ne l'intéressait pas. Ou alors dans sa tribu. Dans sa tribu, la notion de tribu est importante. La notion de tribu est importante. Oui. Mais je dirais même, il y a un autre aspect qui m'a frappé. Alors là, pour faire presque un peu marche arrière, à l'époque où il était scout, durant l'occupation, il s'est beaucoup engagé auprès des jeunes gens qui étaient un petit peu délaissés à la rue, etc. Alors, c'était pas les scouts, puisque les scouts étaient interdits pendant l'occupation. Ça, c'est l'éducation catholique d'avant-guerre. C'est toutes les écoles catholiques qui s'occupaient des pauvres, des ouvriers, des enfants d'ouvriers maltraités. Mais Jean a toujours insisté sur le fait que c'était pas du tout par altruisme qu'il le faisait. Il disait très bien, oui, ça m'est arrivé de partager mon sandwich avec des pauvres, mais l'altruisme je dirais, la démarche altruiste ne le touchait pas. Ce qui l'intéressait, c'était de s'occuper concrètement de ces jeunes gens, de les prendre en main, de les diriger au sens propre du terme, pour leur tourner le regard vers le haut et les détourner du bas. Le scoutisme. Ça, c'était vraiment dans son ADN profond, quelque chose qui était vraiment très important pour lui, mais qui ne relevait absolument pas de ces valeurs qui sont développées justement par la gauche et qui lui étaient profondément étrangères. Et il m'avait dit une fois, en souriant à moitié, mais il m'avait dit, mais on vient au monde soit de droite, soit de gauche. Et ça voulait dire, d'une certaine manière, on vient au monde avec une personnalité qui se prête aux valeurs défendues par la gauche, ou bien, au contraire, à des valeurs qui sont... alors, la droite, là aussi, il faudrait mettre beaucoup de nuances, parce que c'était la droite, la droite monarchiste, la droite conservatrice, traditionnelle, etc. Oui. De toutes les façons, tout en lui exaspérait la droite, puisqu'il a exactement la même position que Jean de la Varande. Tout à fait. Je me suis étonnée. Nous ne sommes qu'un maillon de la chaîne. C'est une idée totalement raspaillenne. Oui, tout à fait. Et il est pour les sociétés organisées, il a le respect des chefs. Il voit bien que chez les indigènes, dans tous les villages qu'il traverse, il y a un chef. Et ce chef, c'est le plus vieux. Et pour Jean, il y a aussi la question de la légitimité et du sacré. Oui. C'est-à-dire que pour Jean Raspail, notre malheur vient du fait que l'on a, à travers le roi Louis XVI, on a coupé la tête à un pouvoir qui était légitimé de manière sacrée, par le sacre, justement, de Reims. Et ça, c'est aussi tout à fait fondamental chez lui. Il y a le pouvoir, s'il est détaché du sacré, devient une lutte, et une lutte violente, sans beaucoup de sens, et on en a tous les jours la démonstration devant les yeux. Absolument. Volkoff a écrit une jolie définition de Jean Raspail. Jean s'intéresse à ce qui dure, et cela au point de faire durer par la transmission romanesque ce qui est sur le point de s'évanouir. Nous écrivons tous pour ne pas mourir. Jean Raspail écrit pour que les choses ne meurent pas. C'est joli comme texte. Oui. Ils se sont bien compris tous les deux. Tout à fait. Vladimir Volkov faisait partie de son cercle très proche, avec Michel Déon, Michel Mort, et avec, j'allais dire, avec une certaine... alors, il y a Jacques Perret, bien entendu. Oui. Alors, Jacques Perret, mais Jacques Perret, c'est pas l'ami intime. Jacques Perret est aussi un homme qui mettait beaucoup de distance dans ses relations sociales. Donc, il y avait une relation de fraternité entre eux, mais avec une certaine distance qui n'existait pas avec Michel Déon, par exemple. Vous nous racontez un apostrophe. Oui, tout à fait. Il faut que je le retrouve, cet apostrophe. Et
il y a un crétin à pince dont je ne citerai pas le nom qui traite Jean Raspail de raciste. Oui. C'est tellement facile. Cela dit, et un monarchiste. Il y en a un qui restera. Il y en a un qui restera à l'éternité et pas l'autre, et c'est bien fait pour lui. Et dans un brouhaha absolu, il y a Jacques Perret lance, il ne dit rien, non. sauf une phrase. Oh, moi, vous savez, je suis pour la monarchie et l'hôtel. Voilà, je suis pour le trône et l'hôtel. Voilà. Le trône et l'hôtel. Et en fait, je pense que c'est ça qui les agaçait prodigieusement. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le racisme, encore une fois, c'est un faux procès. C'est complètement idiot. Mais les choses n'ont pas évolué aujourd'hui. Je crois que ce qui agace profondément, ce sont les hommes et les femmes libres. Oui, c'est ça. Lorsque je dédicace la biographie, j'insiste toujours sur le fait que Jean Raspail fut un aventurier de l'ailleurs, mais aussi et surtout un homme libre dans une société où justement cette liberté de l'homme n'est plus et de moins en moins acceptée. Où il faut de plus en plus rentrer dans un moule, ce que Jean Raspail a toujours refusé de faire. Nous rentrons dans une société bien totalitaire où il ne faut pas dévier d'un centimètre la doxa. Cet aspect politique se sent bien aussi dans ce livre « Les veuves de Santiago » qu'a publié Via Romana. Très beau roman. Qui est encore l'évocation d'un de ses voyages, puisqu'il a dû rencontrer ce genre de personnes. Tout à fait. Au Pérou, sur l'altiplano. Et alors, il me plaît à plus d'un titre. Il me plaît parce qu'il y a un très beau personnage féminin. Oui. Et il n'y a pas tellement de personnages féminins. Il y a une femme qui galope tout le temps, toute la journée, pour réunir ses troupeaux. Et je me suis identifiée, il faut bien le dire, à cette femme. Et il y a un autre point de vue, c'est que cette estancia, qui a la taille d'un département, va disparaître, puisque la gauche est arrivée au pouvoir et ils vont retirer à ce grand propriétaire les 3/4 de ses terres. Et ce qui est amusant, c'est qu'en relisant le roman, il m'est apparu qu'il y avait énormément de points communs entre les descriptions qui sont faites de ce domaine au Pérou et les guépards de Lampedusa. Absolument. La comparaison s'impose. C'est un monde qui s'effondre et les personnages eux-mêmes ne sont pas sans évoquer. Il y a des scènes que j'ai relevées dans la biographie qui évoquent tout à fait le guépard de Lampedusa. Tout à fait, tout à fait. Alors, dernier mot que je voulais prononcer, eh bien, c'est Dieu et l'éternité. Parce que donc, vous dites, il est très chrétien dans l'adolescence avec son scoutisme, et puis il s'en éloigne. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il m'a toujours dit qu'à partir du moment où la femme était entrée dans sa vie, alors la religion baissait. Oui, ça c'est quand même une sacrée plaisanterie à la Raspail, mais j'accepte pas l'argument. Mais je pense que ces voyages... Bien des femmes ont conduit l'homme à Dieu. Oui, mais voilà. Cela dit, je pense que ces voyages lui ont ouvert les yeux sur tant de croyances, tant de formes de religion et de syncrétisme. Il décrit notamment une scène extraordinaire au Pérou où un Indien prie Dieu d'une manière absolument hallucinante. Et il se met à dire une prière aussi. Oui, tout à fait. Oui. Et je pense que tout cela l'a amené à, s'éloigner de la religion. Mais je pense que beaucoup d'écrivains, beaucoup de créateurs sont dans ce cas-là. Et la religion chrétienne est cependant toujours restée à l'arrière-plan de son imaginaire, notamment parce que très tôt, il a esquissé ce fameux roman qui s'appelait Le curé de Bief, le curé de Bief, puis ensuite Dieu cellule 25, si je ne me trompe pas, et enfin la miséricorde. Et ce roman, il l'a esquissé, il l'a écrit en partie très très tôt dans sa carrière.
Et au lieu de jeter son brouillon, ce qu'il faisait, malheureusement, Jean a énormément jeté, même ses manuscrits. Quand il écrivait au crayon, puis il tapait ensuite ses livres. Et Aliette devait aller dans sa corbeille à papier récupérer les manuscrits pour pas qu'ils soient mis à la... Et Philippe Hensen passait quelquefois et il prenait ce qui traînait sur les étagères. Un petit peu, voilà, c'était un petit peu ça. Mais en ce qui concerne la Miséricorde, il l'a toujours conservé. Et il l'a conservé pendant des années sans plus y toucher. Or, ça, c'est un roman... c'est un roman étonnant. C'est un roman catholique. Là, il l'a écrit en étant convaincu d'écrire un roman catholique. Alors, comme il était très modeste... il savait que Bernanos avait fait des romans catholiques exceptionnels, donc il disait non, je vais pas le faire. Et puis quelque chose l'arrêtait, puisque bon, c'est l'histoire, la Miséricorde, c'est parti d'un fait divers terrible, d'un jeune prêtre qui va se rendre compte que sa maîtresse est enceinte, et donc il va faire... il va la tuer. Il l'a tuée, éventrer, sortir l'enfant, voilà, tuer l'enfant. Qui était viable, donc tuer l'enfant. Le défigurer parce qu'il avait peur que le visage de l'enfant puisse le dénoncer. Et voilà. Et le baptiser. Et le baptiser. Et donc il va être condamné. Il va être condamné à la prison et sa hiérarchie, au bout d'un certain nombre d'années de prison, va le sortir de prison et l'assigner à un poste de confesseur. Ça, c'est dans le roman. Ça, c'est dans le roman. Oui, parce que dans la réalité, le prêtre en question, ensuite, a fini sa vie dans un monastère. Comme c'est souvent le cas pour les prêtres qui sont sortis du chemin sacré. Et là, c'est extraordinaire, parce qu'il y a cette idée de la miséricorde, et c'est superbe. C'est un roman qui est à la fois extrêmement étrange, d'une certaine manière, parce qu'il rompt totalement avec l'univers habituel et ordinaire de Jean Raspail. Là, c'est l'aventure intérieure. C'est l'aventure intérieure, avec peu de personnages, mais je pense que Jean s'est senti dépassé par le sujet à un certain moment. Il le comparait quelquefois à ce roman avec lequel il a joué pendant des années. Il voulait écrire un roman maritime, un roman de flibustier, d'une certaine manière. Et il disait, mais non, parce que je pourrais l'écrire, techniquement je pourrais l'écrire, mais ce serait faux, ça sonnerait faux. Il y avait chez Jean une exigence d'authenticité dans ses romans, et il se rendait compte que, étant donné qu'il avait perdu d'une part la foi, d'autre part qu'il n'était pas un écrivain catholique au sens propre du terme, il ne se voyait pas écrire ce roman. Et puis, en plus de tout cela, il y avait probablement quelque chose de personnel qui l'empêchait d'aller au-delà. D'aller au-delà, oui, absolument. Vous, en tout cas, vous mettez en exergue d'un de ces chapitres une phrase de Giono: « On ne se distrait jamais aussi bien qu'à la poursuite de l'éternité ». Mais je pense que... C'est une phrase qui lui correspond parfaitement. Ça lui correspondait. Il avait la nostalgie du sacré, il l'écrit d'ailleurs. Tout à fait. C'est une phrase qui vient de lui. Terminons sur cet extraordinaire engouement qu'il a provoqué chez ses lecteurs, et je crois que c'est dû à cette phrase: lorsqu'on représente une cause perdue, il faut sonner de la trompette, sauter sur son cheval et tenter une dernière sortie. Oui, je pense que Jean Raspail est un écrivain qui séduit énormément et qui a le potentiel de séduire encore énormément, dans la mesure où il nous sort de nous-mêmes. Lorsqu'on rentre dans un roman de Jean Raspail, c'est partir pour l'ailleurs, littéralement. Et donc, à une époque où il y a tant de nombrilisme dans la littérature, je trouve que ces romans de Jean Raspail, qui nous emmènent si loin et
tellement ailleurs, sont ceux qui nous donnent à rêver. Et donc, c'est aussi toute une démarche parce qu'à travers ces romans, on se retrouve aussi soi-même et on retrouve quelque chose que peut-être même on a soi-même oublié. Est-ce qu'on peut l'appeler un maître d'énergie ? Un maître d'énergie et un maître qui nous emporte loin, qui nous emporte au loin. L'âme de la France, dit-il, est en dormition. Oui. Mais je garde l'espérance qu'elle se réveillera. Je trouve qu'il a quand même réveillé un certain nombre de gens. Tout à fait. Il n'y a qu'à voir le nombre de Patagons. Tout à fait. Il a su créer autour de lui alors pas une communauté, parce que les Patagons ne forment pas du tout une communauté, une tribu, mais vraiment peut-être une tribu de fidèles. Et j'espère qu'ils vont contribuer à maintenir son œuvre vivante, parce qu'il faut dire également que l'une des grandes originalités de Jean Raspail, contrairement à beaucoup d'écrivains qui lui étaient contemporains, c'est de ne pas avoir écrit des romans séparés, mais une œuvre qui, du jeu du roi jusque sur les chemins d'eau du roi, forme un tout très cohérent. Et ça, Jean d'Ormesson l'avait vu très tôt. Oui. Très vite et très tôt. Oui, oui. En tout cas, je crois qu'il a rendu la fierté d'être français à un certain nombre de lecteurs. Tout à fait. Et pour cela, grâce lui soit rendue. Merci. Merci beaucoup, Philippe Haemsen. Vous retrouverez notre Jean Raspail dans ce très beau livre publié chez Albin Michel et vous passerez un très grand moment d'aventure. C'est fantastique de repartir sur les routes en canot, en voiture. On retrouve ses 20 ans. Et encore une fois, cette énergie qui se dégage de lui, qui est merveilleuse et très utile dans notre vie contemporaine, qui est tout de même, qui doit mener quand même de rudes combats. Merci beaucoup, Philippe Haemsen. Merci. Chers amis de TV Liberté, bonjour. Nous ouvrons cette rubrique que vous aimez beaucoup. Bonjour Renaud de Bourlard. Bonjour Anne. Cette rubrique cinéma qui aura 3 parties ce matin. Un film, une pièce de théâtre et une journée historique, un colloque de Rénal de Séchère. Alors, nous commençons avec vous, cher Renaud, puisque nous avons vu en avant-première le film De mauvaise foi qui est en salle depuis maintenant quelques jours. De mauvaise foi, c'est un événement, c'est le premier film de Sage Productions. Tout le monde connaît, parmi nos auditeurs, je pense, parmi nos téléspectateurs, Sage Distribution, la société qui existe depuis une dizaine d'années, depuis 2012. Ils font des diffusions de films religieux, hein, des vies de saints, des vies de papes, des films aussi sur l'évangélisation. Voilà, les fameux Faith-Based Movies, voilà, les films basés sur la foi, comme Jésus l'Enquête, par exemple, qui est un très, très bon film. Jésus l'Enquête, je citerai la vie de cette sainte italienne. Xavier Cabrini, un film intitulé Cabrini. Cabrini, qui est absolument merveilleux à voir avec toutes les petites filles, parce qu'il vous donne envie de partir en mission. Et puis ils ont mené des coups d'éclat aussi en diffusant et en diffusant les films que personne ne voulait diffuser. Il y a eu d'abord en 2014, alors que leur société n'avait que 2 ans d'existence, ils ont diffusé le film Cristeros sur le soulèvement des chrétiens mexicains face aux mesures anti-religieuses de Calles au Mexique au début du XXe siècle. Face à la gauche. Face à la dictature anti-religieuse. Face à la gauche c'était un peu l'équivalent de la Vendée. Subventionné par les Américains. C'était l'équivalent de la Vendée au Mexique. Donc ce film Cristeros que personne ne voulait diffuser en France, ce sont eux qui s'en sont occupés. Ensuite, plus récemment, en 2023, ils ont diffusé, bien sûr, Vaincre ou mourir, le film sur la biographie de Charette, sur l'épopée de Charette en Vendée, et toujours la même année, Sound of Freedom, ce fameux film ce film américain où Jim Caviezel interprète un personnage réel qui a lutté contre les réseaux de pédocriminels. Un film que, bizarrement, nos élites ne voulaient pas trop voir en salle. Bien sûr. Allez savoir pourquoi. Bien sûr. Alors, aujourd'hui, donc, c'est un film produit par Sage. Cette fois-ci, oui, ce qui est intéressant de le souligner, c'est que Sage, maintenant, ne fait plus que la diffusion des films. Maintenant, ils font leur production cinématographique. Alors, c'est un film qui s'appelle, de façon amusante, De mauvaise foi, avec beaucoup de jeux de mots.
C'est un film comique, c'est un film drôle, on rit beaucoup. C'est vraiment une comédie dans le style tout à fait français. Ouais. C'est une comédie et qui a pour thème comment vivre sa foi. Et la famille qui est présentée comme modèle est une famille un peu atypique. Ce sont des catholiques d'élevage, selon l'expression. Voilà, c'est famille catholique pratiquante et qui sont les parents sont effarés de voir leur possible futur gendre, qui est plutôt un citoyen du monde des start-upers, des golden boys, un garçon doré pour parler en français, qui semble avoir des liens avec la religion, qui se fout de la religion, qui semble avoir des liens avec les hautes autorités de l'État. Il se vante de son amitié avec le président de la République, avec le Premier ministre. Absolument. Ça veut tout dire. Et puis oui, quand ses futurs beaux-parents lui parlent de mariage religieux, de préparation, quelle préparation, quel mariage religieux, quelle préparation, je me prépare moi-même au mariage. Bon, on voit qu'ils ne sont pas tout à fait dans le même monde. Alors, il y a aussi un milieu particulier. Monsieur est notaire et cette famille possède un château, un joli château, et il cherche à faire classer ce château pour obtenir quelques subventions, parce que ce n'est pas un notaire doré, et donc il n'a pas tout à fait assez d'argent pour restaurer ce château. Et alors, il faut souligner que c'est un groupe, le groupe dans lequel est cette famille catholique, c'est un groupe de charismatiques. Oui, voilà. Et on va va assister à une session de 4 jours de récollection à Paray-le-Monial, qui est très, très joliment filmée. On voit bien le... Alors, ce qui est très amusant, c'est qu'il y a quand même les grands fondamentaux de notre religion qui apparaissent. Le premier thème, c'est quand même le léger recul que l'on doit avoir avec l'argent. C'est le thème. Pouvez-vous nous expliquer ça? Oui, parce que ce fameux notaire, il veut sauver son château en ruine. Donc, quand il voit son futur gendre qui est plein aux as, qui semble avoir plein d'argent facile, il se trouve confronté à un dilemme. D'un côté, il comprend que l'argent de ce futur gendre est bien vu, mais d'un autre côté, voilà, il laisse sa fille rentrer dans un drôle de milieu et il est un peu inquiet pour elle. Et sa fille? Et parallèlement, dans son métier, dans son métier de notaire, il est confronté à une dame âgée très riche et très pieuse qui veut léguer toute sa fortune à un lointain neveu, mais en mettant une condition qui devrait être contrôlée par un prêtre, c'est que ce neveu, pour tout l'héritage, doit être catholique. Voilà. Catholique. Alors du coup, il fait connaissance avec ce jeune homme, ce jeune neveu, qui ignore la potentielle fortune qui peut lui tomber du ciel, sans jeu de mots, et en fait, il découvre que ce neveu, justement, il est plutôt, très joli personnage. Très beau personnage, mais malheureusement, il a 100 milieux de la religion. Il se dit que quand on lui parle à Paray-le-Monial, il dit pourquoi pas, il y a peut-être de bonnes vibrations là-bas. Oui, mais le charme et le sacré de Paray-le-Monial lui tombe dessus. On va peut-être pas raconter le film, mais il va vivre une authentique conversion, et c'est vraiment un beau personnage. On ne raconte rien, mais c'est un type de toutes les façons généreux et qui était tout à fait prédisposé à cette ouverture vers le ciel. En fait, c'est un film qui aborde la foi, mais sous un angle humoristique. Pas satirique, pas parodique, mais humoristique, léger. On maîtrise l'argent et on essaye de ne pas courir après. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est pas avant le mariage. Oui, le film est abordé. Il y a un groupe aux États-Unis qui s'est formé et qui dit « not before wedding ». Et qu'est-ce qu'on ne fait pas avant le mariage? Eh bien, dormir ensemble, coucher ensemble. C'est un petit rappel de ce qui a mené nos civilisations pendant des années, pendant des siècles. C'est vrai que c'est trop drôle. On a la réplique avec le Golden Boy qui dit « Oh, le Vatican merde aujourd'hui au XXIe siècle m'empêche de passer la nuit avec ma compagne. » Voilà. C'est une réplique comme ça dans le film. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ils sont assez savoureux. C'est très bien vu, c'est très bien. Et là, on a une fille qui tient son rang, qui tient sa règle de vie, alors qu'elle ne l'a pas tout à fait tenue pour le recul qu'on doit avoir avec la fortune, puisqu'elle trouvait très bien d'épouser un type qui avait beaucoup d'argent et qui pourrait l'aider dans la création de son magasin.
Oui, voilà. Malheureusement, dans son premier projet de mariage, il y avait un côté un peu intéressé. Voilà. Et était peut-être un peu immature. Vous voyez autre chose comme... Vous voyez autre chose comme... C'est une belle histoire de famille, voilà, avec une histoire de réconciliation aussi, à l'intérieur de la famille aussi. Une histoire de réconciliation, absolument, et d'éviction d'éléments qui n'ont rien à faire dans cette famille, indiscutablement. Et la vérité retombe sur ses pieds, si je puis dire. Et en tout cas, nous avons ri, nous avons... apprécier ces personnages qui sont très bons. Le personnage central, Reginald est très bon. Ouais. L'assistant de Reginald, oui, le petit gros notaire. Le gros copain rigolo. Voilà. Il est très très bon. Un personnage secondaire très savoureux, tout à fait. Dans la lignée des films comiques français, comme on en voit beaucoup ce genre de personnages. Absolument. Le prêtre est très bon aussi, qui doit attester que, avec ce détail près que vous avez souligné très joliment. Ouais, il est compliqué de l'évoquer sans raconter la fin du film, c'est ça qui est dommage. Mais on a l'impression que le prêtre, malheureusement, à la fin, on a l'impression que le prêtre, à la fin, passe un peu à côté de la conversion de ce jeune artiste bohème. Il n'en est pas conscient. Ouais, il n'en est pas vraiment conscient. Et donc, l'artiste qui pourrait toucher son héritage s'il est un bon catholique, en fait, il ne se reconnaît pas comme catholique, alors qu'au fond, il l'est vraiment devenu. Il est devenu humble. Et en fait, on préfère voir ce personnage dire non, je ne me sens pas vraiment chrétien, plutôt que de dire oui, bien sûr, je suis un chrétien exemplaire. Voilà. Quelle est la vraie attitude chrétienne ? C'est pas le genre de cet artiste. C'est pas le genre de cet artiste. Eh bien voilà, allez voir De mauvaise foi. Vous pouvez y aller avec des grands enfants, et ça donne matière à discussion. Pour le repas dominical. Un film en famille, pour passer un bon moment et pour discuter après. Voilà. Merci beaucoup, Renaud. C'est moi qui vous remercie, Anne. Et à très vite pour une autre séance de cinéma. C'est un film qui peut nous distraire et nous faire discuter aussi. Faire discuter. Merci beaucoup, Renaud de Bourloff, et à très vite pour une nouvelle session. C'est moi qui vous remercie, Anne. À très bientôt. Nous continuons cette session cinéma, théâtre et colloque. Je vous emmène à la chapelle Basse-Mer suivre notre guide pour les recherches vendéennes qui s'appelle Reynald Secher. Bonjour Reynald. Bonjour Anne. Reynald organise depuis combien de temps maintenant ? 3 ou 4 ans, des colloques. Un colloque dans ce lieu béni qu'est la chapelle Basse-Mer. Je dis que c'est un lieu béni parce que c'est un lieu qui est plein de charme. Racontez-nous comment ce prieuré a été reconstruit par vos soins. Alors en fait, petit garçon, j'ai 17 ans, et un ami de ma grand-mère, l'abbé Maisonneuve, me dit un jour, en passant ce qu'on appelle une voyette dans le pays nantais, me dit que derrière un pan, je ne sais pas comment, un mur d'arbres, il y a un bosquet de lierre, d'épines, de ronces, de toute nature, etc. Et qu'à l'intérieur, il y a la première église du village qui a 1000 ans. Et il me précise qu'un jour, je vais la restaurer. Évidemment, quand on a 17 ans, on sourit, on est gentil, et on n'en passe pas moins. Parce qu'on est bien élevé. On n'en pense pas moins, sauf que le hasard va faire que je vais faire ma thèse de 3e cycle sur mon village natal, qui est la chapelle Basse-Mer. Et j'ai fait cette thèse avec un homme d'exception, Jean Meyer, qui est un homme curieux et qui m'a demandé, puisqu'il avait vu que j'étais à la fois historien, archéologue, économiste, d'avoir une approche archéologique du patrimoine ancien de la chapelle Basse-Mer. Et un jour, je me suis glissé au milieu des ronces et vraiment glissé. J'ai rampé et je suis tombé au milieu de ces pierres et il y a eu un échange immédiat amoureux. Et là, j'ai dit, il faut absolument que je les sauve, il faut absolument que je les ressuscite. Et là, ça va être un long travail qui va être fait en équipe. 2000 jeunes venus du monde entier. Vous avez lancé l'un des premiers chantiers, ça se fait beaucoup aujourd'hui maintenant, de chantiers de restauration. De châteaux, de chapelles, qui sont
très fréquenté par les jeunes parce qu'ils adorent ça. Ah oui, oui, c'est extraordinaire. Mais vous avez été quand même l'un des premiers. Un des premiers en la matière. On n'avait aucun moyen. Et là, on va découvrir avec surprise que autour de nous, on avait plein de gens qui ont envie que cela revive. Et donc, on a beaucoup été aidés par des sociétés internationales, je pense à Lafarge, par des sociétés nationales à l'époque, je pense à la Brioche Dorée, des sociétés locales comme Pigeon SA ou le garagiste local terrien. Chacun est venu apporter sa pierre, c'est le cas de le dire. Sa pierre ou sa tuile ou quelque chose. Et alors, vous avez restauré cette chapelle qui est très belle. Vous avez meublé cette chapelle de façon exquise avec des objets d'église, somptueux, des statues, un autel, que vous avez trouvé malheureusement dans les brocantes, parce qu'on trouve ça dans les brocantes. Et on m'a fait beaucoup de dons, de statues, et des dons, bien sûr. L'essentiel du matériel liturgique est le fruit de dons. Et en plus de ça, vous ne vous êtes pas arrêté à cette chapelle, vous avez reconstruit le cloître à côté. Oui, parce qu'en fait, la chapelle, à l'origine, l'église, était une chapelle de prieuré bénédictin qui dépendait d'ailleurs... Et qu'est-ce qu'un prieuré? C'est un petit monastère. C'est un petit monastère qui dépendait de l'abbaye, la grande abbaye royale de Marmoutier. C'est ça. Et donc, par hasard, je vais découvrir incrusté dans le sol les bases des piliers de bois du cloître. Et là, je m'interroge et je vais découvrir qu'il y a un prieuré dont j'ai reconstitué les limites et que j'ai reconstruit en dur. Et qui est beau comme tout. Moi, j'ai une passion pour les cloîtres et ce cloître m'inspire infiniment. Et puis, comme vous n'aimez pas vous arrêter, vous avez construit alors un autre bâtiment en pendant à la chapelle qui existait ou... Alors, à l'origine, il existait. En fait, on a eu un problème administratif, c'est-à-dire que la mairie de la Chapelle-Basse-Mer, à l'époque, ne nous a pas accordé le permis de construire aérien. Et donc, je me suis rendu compte qu'on pouvait construire sous le sol. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai construit des cryptes. Une très belle 2, 3, 4 cryptes. Et là aussi, on m'a donné beaucoup de matériel, notamment la première cuve baptismale, le prêtre en la circonstance, 30 ans après sa mort par testament. C'est un peu curieux. Ils ont attendu un peu, oui. Et donc, ils l'ont fait. Et c'est la cuve qui est dans le... Ah, donc qui est en bas. La cuve elle est en bas, puis après on a eu le permis de construire et on a construit en aérien une immense salle de 120 mètres carrés qu'on a destinée à l'extermination de la Vendée militaire, l'extermination locale et aussi l'anéantissement. Et là, on a fait appel à des grands sculpteurs internationaux. Je pense par exemple Daphné du Barry, qui nous a fait des sculptures extraordinaires. Une très belle sculpture des noyers de Nantes, qui est très impressionnante. On a l'impression qu'on assiste à ça et c'est... Et puis, vous avez cette fresque inouïe. Qui est faite par un Américain, Robert Poutry, qui est magnifique. Qui est horrible parce que c'est tous les détails de la vie révolutionnaire et des massacres localement. Parce que tout a été documenté. Documenté, c'est-à-dire que chaque scène a sa référence manuscrite. Je précise bien, c'est le recteur clandestin qui a tout écrit, tout décrit. Alors ce recteur a donc a laissé un document avec le nom de tous les habitants qui ont été tués. Il a laissé en fait un double document, c'est-à-dire un manuscrit où il relate ce qui s'est passé, et à l'intérieur, un deuxième document, une liste malheureusement partielle pour deux raisons. La première, c'est qu'il va perdre un feuillet au cours de ses pérégrinations. Vous avez pu le compléter ? Alors malheureusement, pour le moment, on ne les a pas complétés et il a à peu près inscrit 461 personnes sur les 900 qui ont été exterminées. 900. Sur une population de 3250 personnes. 900. Et
Donc vous avez consacré votre œuvre à la résurrection et au souvenir de ce mémoricide, puisque c'est vous qui avez trouvé ce mot. Et vous organisez donc un colloque chaque année sur un thème. Et je dois dire que ces réunions sont tout à fait agréable et bonne parce qu'en fait on est la tribu la tribu des anti-révolutionnaires est là et j'avoue que ça fait du bien de se retrouver dans sa tribu. Je parle de tribu parce que c'est un mot qu'aimait Jean Raspail et il disait qu'il fallait préserver sa tribu et c'est un endroit merveilleux. Alors le colloque. Alors, un concert, on vient avec un pique-nique. Ensuite, il y a un très beau concert de musique. Classique, baroque, je crois que cette année. Après, il y a ce mini-colloque avec des historiens ou des journalistes qui se sont intéressés, qui se sont penchés sur ce thème de dictature. Hein. Et donc, on a voulu appeler un certain nombre de personnes pour témoigner comment eux l'analysent, mais aussi comment ils le vivent. Et notamment les journalistes, je pense à Guillaume de Tullois, Jeanne Smith, il y a un universitaire, Guillaume Bernard, il y a un énarque. Il y a l'énarque qui a montré que c'était bien un génocide. Un génocide, Jacques Villemin. Qui a travaillé sur les génocides. Il y a bien entendu Jean-Pierre Maugendre. Il y a Jean-Pierre Maugendre. Qui va expliquer comment, au niveau religieux, il y a un gros problème en France, pas seulement en France d'ailleurs, à travers il vient de publier chez Via Romana un petit livre passionnant qui s'appelle « Le devoir d'obéissance ». C'était quelque chose de très intelligent et bien senti. Philippe Maxence, le directeur de L'Homme Nouveau, oui. Vous et Anne Brassier, qui ne raterait pour aucune raison cette belle journée. Alors, parler peut-être aussi du cadre, c'est-à-dire que à l'intérieur de l'œuvre faite à la Chapelle Basse-Mer, il y avait un immense bâtiment qui devait être rasé pour faire des parkings. Oui. Et en fait, cet immense bâtiment était une dîmerie. Qu'est-ce que c'est qu'une dîmerie? Alors, une dîmerie, c'est un lieu qui est à la Chapelle Basse-Mer décomposé en 4 parties. Pour commencer, un package, là où on mettait les animaux de la communauté. Ensuite, une écurie pour les chevaux des prêtres qui desservaient la Chapelle Basse-Mer. Ensuite, la maison du gardien qui s'appelle la Godine. Et puis, 2 granges dîmières. La première grange est consacrée, elle, à la réception des bleds, comme on les entend au XVIIIe siècle, mais aussi... La réception des... Les bleds, c'est les céréales, les blés, etc. Ah, oui. Bon. Et à double pressoir, ce pressoir qui pressait le vin qui était... les raisins qui étaient donnés à la paroisse. Et cette dîmerie appartenait à l'église? Absolument. À la paroisse. À la paroisse. Oui, absolument. Et la deuxième grange et le coffre-fort, en fait, parce qu'évidemment, il y a des voleurs au XVIIIe siècle comme il y en a de nos jours, et la paroisse avait sécurisé le bâtiment en le rendant inaccessible, c'est-à-dire que les ouvertures sont des meurtrières, on peut pas passer à travers, et il n'y a qu'une seule porte d'accès avec 3 clés qui sont détenues par le président de fabrique, c'est-à-dire le responsable, qui est responsable sur ses biens, il faut le dire, de sa mauvaise gestion. Oui. Le recteur et le représentant du duc et du roi de France, qui était en l'occurrence le notaire.
Très bien, très très bien. Et alors, vous avez restauré ces bâtiments et donc on inaugure... On va les inaugurer. On inaugure ces bâtiments. La restauration est magnifique et au-delà de cette beauté, il y a ce gigantisme. Parce que ces granges sont gigantesques, ce qui nous permet de faire ce genre de colloque. Là. Même s'il pleut, on sera à l'abri. Voilà, nous serons à l'abri. Oui. Et donc c'est un colloque, c'est un essai que nous faisons et si ça marche chaque année, eh bien on répétera sur des thèmes variés l'expérience. Les thèmes abondent sur le sujet. Les thèmes abondent. Alors, il y a des petites lueurs. Emmanuel de Varesquiel vient de publier un livre qui s'appelle « La Révolution française a besoin de mythes ». Avec sa finesse, Emmanuel. Je dirais plutôt que j'aurais plutôt pris le mot de mensonge, parce que le mythe, c'est quelque chose de très sérieux. C'est ce qui nous explique la naissance de notre monde, en tout cas chez les Grecs et les Latins. Alors que là, c'est pas du tout des mythes, ce sont des mensonges et de la propagande pure. Mais donc ce livre va sûrement être très, très intéressant. Rappelons votre dernier livre, Reynald. Alors mon dernier livre est une bande dessinée. Oui. C'est le tome 9 de l'histoire de France. Oui. Qui est consacré à la période moderne, c'est-à-dire 17e, 18e siècle. Alors, il est difficile de le trouver, c'est ce qu'on me dit souvent, donc je conseille toujours d'aller sur mes sites Reynald Secher Éditions. D'ailleurs, pour s'inscrire à la journée à la Chapelle-Basse-Mer, il faut aller sur le site Mémoire du futur de l'Europe. Et là, il y a tous les renseignements. C'est le titre de votre association. Voilà. Préciser que la journée commence par une messe à 11h. Puis le déjeuner tiré du sac, et puis après il y a l'accueil des journalistes, des écrivains, des artisans qui vont exposer leur production, et après il y aura ce concert, ce colloque, un repas assis, et le soir il y aura une scénographie artistique sur la façade de la chapelle, en fait un son et lumière qui est vraiment magnifique. Et pour revenir sur la bande dessinée, il faut aller sur le site Reynald Secher Éditions. Et vous parliez tout à l'heure des mythes de la Révolution française. Je suis en train de préparer la publication du tome 10 consacré à la Révolution française. J'ai fait 5 pages dense sur la terreur, avec à la fois toute la théorie, la pratique et notamment cette mise en œuvre glaciale, avec toutes ces nuances. Du nouvel ordre. C'est effrayant. Et donc j'exprime comme ça à travers une trentaine de dessins la monstruosité de cette période. Et entre autres, j'explique qu'un des crimes qui a été défini par la terreur a été le crime de ressemblance. C'est surprenant, c'est-à-dire que tous les hommes qui ressemblent au roi, toutes les femmes qui ressemblent à la reine sont conduits à l'échafaud. Vous voyez, donc un certain nombre de choses, et puis je raconte l'histoire qui est arrivée. C'est l'idéologie à son niveau suprême de folie. Suprême de folie. Ouais. L'aventure qui est arrivée à des communes comme Bédouin, qui a été rasée, des villes comme Lyon, qui ont été anéantis, et puis des immenses espaces qui ont été détruits, et j'ai évidemment cité la Vendée. Il faut rappeler que le maire actuel de la Chapelle-Basse-Mer a supprimé le nom de la Chapelle-Basse-Mer
parce que tout de même, avoir la chapelle dans le nom de la municipalité, ça ne fait pas du tout laïque. Donc, c'est un acte de mémoricide majeur. La ville s'appelle maintenant Divat-sur-Loire. Divat-sur-Loire. Alors c'est très intéressant ce nouveau nom parce que Divat est une petite rivière morte. Et la Loire, c'est là où on a exterminé une partie des habitants. En fait, ce village s'appelle Mort-sur-Mort maintenant. Alors on a du mal à imaginer ça. C'est comme si on appelait Israël Auschwitz sur mer Morte. C'est exactement la même chose. Alors quand je dis ça, les gens sont surpris. Et pourtant, c'est vraiment ce qui s'est passé. Et donc c'est un acte de mémoricide majeur parce que la Chapelle-Basse-Mer est le seul village de la Vendée militaire qui a été étudié scientifiquement avec évidemment les bilans tant humains que immobiliers. Donc c'est terrible pour la mémoire. Nous vous invitons vraiment, chers amis de TV Liberté, à aller à la Chapelle-Basse-Mer. Alors, donnez-nous des kilométrages. C'est à 3h30 de Paris 3h30 de Paris. 3h30 de Paris. C'est entre Nantes et Ancenis, Nantes et Angers. Il y a des hôtels, il y a des bed and breakfast, c'est sur la rive Airbnb. gauche. C'est juste sur la frontière brito-française. Ça fait toujours sourire quand je dis ça, mais je rappelle que la Bretagne était indépendante. Et qu'elle a perdu ses privilèges le 4 août 1789. Et c'est un État associé à la France. C'est important parce que c'est un contrat d'association et non pas de fusion. C'est pour ça que la Bretagne, jusqu'au 4 août 1789, a gardé ses privilèges, c'est-à-dire ses lois particulières, son droit, ses diverses coutumes, etc. Et vous trouverez des Airbnb localement et vous aurez une journée absolument fantastique. Vous y trouvez notamment un artisan qui vous propose la bague de Jeanne d'Arc. Oui. Qui est une reproduction de la bague de Jeanne d'Arc. Je l'ai achetée l'an dernier, donc je suis très heureuse. Et cette année, la Chapelle-Basse-Mer, c'est une porte d'entrée à la Vendée militaire. C'est-à-dire qu'à partir de cette journée, moi, je peux aider les gens. C'est le 17 mai, et c'est un samedi. Oui, c'est un samedi. Samedi 17 mai. Donc vous avez le dimanche pour continuer. Alors la Chapelle-Basse-Mer est en train de devenir un lieu d'accueil international. Cette année, par exemple, nous allons recevoir des Espagnols. Quand je dis on reçoit des Espagnols, ce sont des bus qui arrivent, des cars entiers. Des Brésiliens, des Argentins, des Américains. Et donc, c'est une des portes maintenant de la Vendée militaire. Et c'est vraiment stupéfiant de voir la connaissance qu'a l'étranger de la Vendée, alors que chez nous, c'est plutôt méconnu. On ne peut pas s'empêcher de faire le rapprochement entre la Chapelle-Basse-Mer, le massacre et les Cristeros. Et justement, l'année prochaine, nous allons faire quelque chose en ce sens. Ça sera justement le sujet de l'année. Bien. Eh bien, merci beaucoup d'être venu de là-bas pour nous présenter cette très belle journée. Et donc, à très bientôt, chers amis de TV Liberté. Merci. Merci, Reynald.